Bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte avant de commencer. Le temps que, voilà, que tout le monde arrive, quelques informations générales sur le webinar. Donc, il sera enregistré et vous aurez accès à l'enregistrement via mail juste après ce webinar. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans la section Q&A. Qui est dans la barre de navigation en bas de vos écrans. On gardera un petit peu de temps à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre et comme ça adresser vos différentes questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure qu'on puisse en prendre connaissance. Et aujourd'hui, donc le grand thème de ce webinaire va tourner autour de l'efficacité marketing. L'efficacité marketing, on a choisi d'aborder cela sous trois défis communs, trois grands thèmes. Donc, premièrement, la cohérence et la gouvernance de marque. Ensuite, le lancement de campagnes sur plusieurs marchés, ou comment on lance efficacement une campagne avec différents bureaux à travers le monde ou différents partenaires. Et enfin, comment finalement on crée du contenu à échelle tout en limitant ses coûts pour être bien sûr efficace. Et aujourd'hui, je suis ravie parce que pour vous apporter des solutions concrètes déjà mises en place et des conseils applicables, on a la chance d'accueillir Sarah, Head of Creative Strategy chez Deezer, et Victor, Head of Brand chez Deyous. Sarah, Victor, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole pour pouvoir vous présenter et présenter vos entreprises respectives. Sarah, je vous laisse la main. Merci Camille. Alors voilà, moi je suis Sarah, je suis Head of Creative Strategy et Operations chez Deezer. Donc pour faire très rapidement, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on a internalisé nos ressources créatives. On travaille très peu avec des agences en externe que sur des campagnes euh, que pour vraiment des prises de parole particulières, mais le reste, tout est fait en interne. Mon rôle dans ça, c'est de m'occuper à la fois de l'excellence créative, mais aussi de tout ce qui est opérationnel, gestion de projet, et m'assurer que on arrive à apporter des solutions à toutes les équipes chez Deezer, que ce soit équipe PR, marketing, produit ou partnership, de leur proposer des solutions créatives et efficaces à leur brief. Voilà. Merci Sarah, je vais prendre la suite du coup. Donc, enchanté à tous et bienvenue. Je suis Victor, je suis donc Head of Brand de Deyous depuis 2 ans. Peut-être un petit mot sur Deyous pour ceux qui ne connaissent pas. On est donc le leader mondial de l'expérience à l'hôtel en journée. On commercialise des chambres, des spas, des piscines dans les hôtels en journée dans plus de 29 pays. Aujourd'hui, donc on a un gros sujet international. Et moi, mon rôle, c'est de leader les équipes brand, les équipes créatives, un peu comme Sarah chez Deezer. On n'a pas d'agence, on a peu d'agences, donc on travaille beaucoup en interne, que ce soit sur la partie production de contenu, production de campagne. Euh, et, euh, et voilà, j'ai hâte d'échanger avec vous sur l'ensemble de ces sujets ce matin. Merci beaucoup. Pour commencer, donc, comme vous savez sûrement, on a interrogé 400 spécialistes, 400 leaders du marketing, et on a créé un rapport qui s'appelle L'état de l'efficacité marketing en 2025. Et dans ce rapport, la première question, c'était finalement quelle est leur priorité, quelle est la priorité des spécialistes du marketing. Et dans les réponses, on a obtenu à peu près la moitié des réponses, la moitié des avis exprimés ont dit cohérence de marque et marque unifiée. Et la seconde moitié des réponses était tournée plutôt sur la démonstration du retour sur investissement. Et du coup, ma question pour vous, finalement, c'est en tant que Head of Creative Strategy et Head of Brand, quelle est votre priorité, quel est votre objectif principal qui guide un petit peu vos actions de tous les jours? Et pour commencer, peut-être Sarah sur cette question. Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est des discussions qu'on est en train d'avoir
tout le temps. Et mon rôle aujourd'hui au sein de ça, globalement, la question de l'efficacité marketing dans l'équipe marketing au global est hyper importante. Mon rôle en particulier, c'est de m'assurer de comment on arrive à trouver quand même dans ça l'équilibre entre l'intuition créative, entre la créativité, de surpasser, d'avoir des messages qui sont porteurs, d'être customer-centric et insight-based le plus possible, mais à la fois qu'on puisse aussi pouvoir mesurer ce qu'on fait et pouvoir optimiser ce qu'on fait, être le plus data-driven possible et être efficace d'un point de vue opérationnel aussi. Qu'est-ce qu'on puisse, qu'est-ce qu'on peut scaler, qu'est-ce qu'on peut automate et qu'est-ce qu'on laisse à l'humain complètement. Et je pense qu'on va en parler un peu plus, mais voilà, nos défis aujourd'hui, c'est vraiment de trouver l'équilibre parfait entre être efficace d'un point de vue opérationnel et de pouvoir être data-driven le plus possible, mais à la fois laisser place à aussi la créativité et notre intuition et de prendre des risques. Voilà. Magnifique. Nous, c'est un peu pareil. Chez Deyous, on est une boîte qui s'est construite beaucoup sur le search, sur une demande existante. Donc, on est une boîte qui est très drivée par la data au départ. Et donc, moi, mon rôle, quand je lead l'équipe Brain, c'est on a eu tout cet enjeu de comment on arrive à un peu ajuster nos dépenses et travailler un peu plus la partie haut de funnel, qui est une partie marketing qui est plus difficile à mesurer d'un point de vue ROI, mais qui est quand même nécessaire de la mesurer. Donc, nous, on a vraiment cet enjeu un peu double, comme toutes les boîtes en ce moment, d'autant plus avec un vrai enjeu de retour à la rentabilité de beaucoup de scale-up, on va dire. Et on est dans le quotidien, donc je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de marques ont internalisé pas mal de choses. L'internalisation, ça permet de réduire pas mal de coûts, d'avoir la main sur les coûts et d'avoir vraiment nos prises de décision en interne, nos productions de contenu, nos productions de campagne en interne pour pouvoir ajuster très vite, dégainer très vite. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être vraiment le plus last minute possible, d'acheter le média le moins cher possible, d'être à l'affût de la moindre opportunité pour que la moindre campagne qu'on génère, elle puisse avoir le plus d'impact possible. Avec ce travail d'équilibriste qui n'est pas toujours facile, de travailler vite, délivrer beaucoup dans beaucoup de pays, mais d'avoir cette consistance, cohérence de marque et, comme le disait Sarah, avoir des messages qui touchent et des messages qui marquent parce qu'on sait que c'est ça qui a aussi le plus d'impact. Donc, c'est un travail du quotidien, je dirais, chez nous, d'arriver à équilibrer entre pousser la créativité au maximum et en même temps scaler le volume pour pouvoir avoir un peu ce ROI et surtout trouver les bons KPI pour valoriser aussi le travail qu'on fait. Nous, on essaye d'avoir pas mal de KPI intermédiaires au-delà du business volume qui est l'objectif pour toute équipe marketing et pour toute boîte, mais aussi voilà, trouver des KPI un peu intermédiaires qui permettent de malgré tout mesurer l'impact de ce qu'on fait et le valoriser. Et de pouvoir, voilà, effectivement, le présenter aussi en interne, montrer le travail, donc cet équilibre entre chiffres et créativité pour pouvoir justement faire comprendre à toute l'entreprise l'importance d'avoir cette cohérence de marque et d'avoir des campagnes marketing lancées efficacement. Ouais, puis il y a un enjeu je te coupe, mais aussi d'éducation un peu de nos comex qui est pas toujours évidente. Ça dépend un peu des profils qu'on a dans nos directions. Mais en tout cas, chez Deyous, c'est une boîte donc, qui était très portée sur la perf. Donc, il y a une vraie éducation dans mon rôle, en tout cas au quotidien, pour faire comprendre l'impact de la marque, faire comprendre le, que quand on clique sur une ads en SIA, c'est aussi parce qu'on a vu une campagne en amont et essayer de mesurer ça de la meilleure des façons. Mais il y a un peu cet enjeu de comment on arrive à voilà, éduquer notre direction, notre CEO, nos comex pour, euh, pour qu'ils puissent faire confiance et comprendre aussi les enjeux de la marque. Tout à En fait, fait. ça me rappelle aussi, en fait, on a eu aussi chez Deezer un avant et un après notre CMO d'aujourd'hui, où avant, on était aussi très euh, focus sur la performance, sur la conversion, sur le lower funnel, parce que c'était beaucoup plus facile, parce qu'on a des chiffres en direct et on peut vraiment prouver sur le court terme que ça, ce qui fonctionne pas, ce qu'il faut optimiser. Et plus compliqué quand c'est upper funnel parce que ça prend du temps, parce que il y a une mise en place qui doit se faire. Et même au niveau de la mesurabilité, même si on met en place un brand tracker, c'est beaucoup moins immédiat.
que la perf. Mais je pense que du coup, avant, on était très perf-oriented et aujourd'hui, on a une stratégie qui est beaucoup plus cohérente et beaucoup plus full funnel. Mais ça a pris beaucoup d'éducation, beaucoup de travail, notamment ça a commencé avec le rebrand qui nous a donné cet élan un peu pour faire les choses vraiment d'une façon plus cohérente et Mm. mieux ouvrir et démontrer que le upper funnel nourrit aussi le lower funnel et quand on investit sur la marque, et ben, ça permet de réduire les coûts de conversion. Euh, mais ça a mis beaucoup de temps et beaucoup d'éducation et surtout de mettre en place aussi les outils qui nous permettent de démontrer par la data, que ce soit le brand tracker, les post-tests qu'on fait avec les grandes campagnes qu'on fait, pour démontrer que l'impact que ça a sur les leviers de notoriété, mais aussi de considération qui sont hyper importants pour nous. Tout à De fait. ce côté des use, qui était intéressant, en fait, on était un peu à une situation où on était dépendant des volumes de requêtes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on communique pas beaucoup avec sa marque, on va être dépendant des gens qui cherchent les mots-clés, qui sont plus ou moins proches de notre univers. Et nous, on a un enjeu de démocratiser un service qui n'est pas encore très connu, donc j'ai encore pas mal de taf. Et en fait, avec les requêtes SIA, on ne peut pas démocratiser un service. Donc, en fait, la croissance de la boîte, elle va toujours être capée par le nombre de personnes qui sont potentiellement intéressées par le service. Mais si on ne communique pas, si on ne fait pas un peu de push nos stratégies d'acquisition et de communication, bah, on ne va pas augmenter ces bassins d'audience et donc forcément, on va avoir une croissance qui va être un peu limitée. Donc, pareil, nous, ça a été un peu un shift et c'était essentiel si on voulait continuer d'avoir des taux de croissance élevés. Il y a un peu cette phase de, OK, on a capté toute la demande entrante, maintenant, essayons d'aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas ou qui se disent, bah, le service, je ne vois pas trop d'intérêt. Mm. Surtout que vous, Victor, c'est aussi un nouveau produit, un peu un nouveau Ouais. service que vous proposez. Donc, il y a un aspect où il faut faire de l'éducation, de la... Évangéliser, ouais. Il y a vraiment ce sujet d'évangéliser le marché et faire en sorte que les gens comprennent que l'hôtel en journée, il y a plein de use cases, ça peut être voilà, très sympa, mais il faut lever les freins et effectivement, ouais, on a besoin de communiquer pour que les gens connaissent le service. Nous, notre enjeu, c'est qu'on est dans une catégorie qui est très, très compétitive. D'un point de vue produit, il n'y a pas beaucoup de différenciation. Enfin, Ouais, ça existe, mais les gens sont pas forcément, c'est pas forcément ce qui va les considérer euh, 10 heures versus un autre, euh, versus la compétition, on va pas dire qui c'est. Euh, et du coup, c'est encore plus important de capitaliser sur l'image de la marque, sur comment faire, enfin, comment créer de la loyauté, comment créer de ouais, cette considération. considération, quoi. Tu as un enjeu de considération assez fort. Ouais. Et peut-être que dans cette logique, alors le hasard fait bien les choses puisque vous avez tous les deux rebrandé en 2023, enfin les deux entreprises ont rebrandé en 2023. Finalement, quel était l'objectif de ce rebranding et comment vous avez partagé la nouvelle identité, comment vous avez assuré son adoption, que ce soit en interne, auprès de vos partenaires, mais également auprès de vos utilisateurs, comment ça s'est un petit peu fait et comment vous avez réussi à avoir un super lancement et des beaux résultats. Qui se lance en premier? C'est dur parce que moi, si je me lance, je m'arrête jamais, j'adore ce sujet. Ouais, j'essaye d'être rapide parce que ça peut être long aussi de mon côté. Euh, nous, le rebranding, bah, c'est quand je suis arrivé il y a 2 ans chez Dayuse, avec vraiment cet objectif de... on avait une problématique de croissance de nouveaux clients, on avait besoin d'aller driver du nouveau client, on avait besoin d'augmenter nos bassins d'audience. Et on s'était construit vraiment sur la perf. Et donc, moi, mon objectif principal, c'était passer du j'ai besoin d'un hôtel en journée à j'ai envie d'aller profiter d'un hôtel en journée. Et vraiment, ce travail de capter la demande versus ben, donner envie. C'était ça le cœur du sujet et devenir une marque un peu moins fonctionnelle, une marque un peu plus lifestyle pour voilà, inspirer un maximum de personnes à aller découvrir le service. Typiquement, avant, on avait beaucoup voilà, des photos de chambres d'hôtel un peu vides qui projetaient les gens dans la chambre d'hôtel vide. Nous, on a voulu mettre des sourires, mettre des gens qui vivaient des moments, enfin voilà, les projeter vraiment dans l'émotionnel du service. Et donc, on l'a fait. Design Studio, qui est une agence, a fait une première partie, on va dire, qui a eu un peu du mal à être mise en place sur la partie digitale. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai un peu repris le travail du Design Studio qu'on a relifté bah, avec nos équipes en interne, avec des freelances qui ont bossé là-dessus. Et pour moi, le rebranding avait vraiment un enjeu 360, un enjeu très
sur nos customers, donc s'assurer que nos clients actuels et futurs puissent se projeter avec la marque. Mais c'est aussi un super outil pour les hôtels. Nous, on a un enjeu de recruter des hôtels, donc il fallait qu'on travaille notre image, il fallait qu'on arrive à adresser des marques un peu plus lifestyle, des marques un peu plus grosses, et donc qu'on soit un vrai acteur important pour eux. Et pour ça, l'image, d'autant plus dans l'hôtellerie de luxe, elle est essentielle. Et surtout, enfin, le gros levier pour moi, c'est aussi un levier interne. C'est un levier de fédérer les équipes autour de valeurs, autour d'un projet commun et de remettre un peu du sens dans le quotidien. Pour moi, c'est ça aussi la marque. C'est un peu pourquoi est-ce que tous les matins, on vient se lever, c'est quoi la mission qu'on a et pourquoi est-ce qu'on travaille. Et le succès pour nous, ça a été vraiment d'adresser l'ensemble des points, donc la partie customer, bien sûr, la partie hôtel, mais aussi arriver à diffuser ça en interne et être sûr que chacun comprenne bien. Une plateforme de marque, c'est peut-être pas hyper clair pour des gens qui font du customer service, mais moi, mon objectif, ça a été vraiment de se dire comment je le rends accessible à tout le monde et comment est-ce que tout le monde peut se projeter dans ce qu'on vend avec la marque, à savoir profiter de la vie et aller kiffer dans des hôtels la journée. Et comment est-ce que on remet un peu de sens dans le travail du quotidien de chacun. Voilà, je sais pas si ça te parle, Sarah. Ça me parle beaucoup parce que oui, il y a des choses sur lesquelles on se ressemble beaucoup. Euh, je vais essayer de résumer un petit peu notre parcours dans le Rebrand 2023. En fait, on a eu deux aspects. Il y avait un aspect stratégique par rapport au positionnement de la marque, vraiment la plateforme, le fondement de la marque. Il y avait un aspect plus fonctionnel. Je vais commencer par le stratégique. Quand notre marque a été un peu conçue d'une façon un peu organique au fil du temps avec cet héritage. C'est une start-up qui a commencé par une sorte de hacker qui avait un rêve. Donc, on a continué un peu là-dessus. Et puis après, il y a eu des réflexions au fil du temps sur notre marque, mais souvent, ces réflexions étaient plus tournées autour de qui on est par rapport à la compétition. Et donc, on va essayer de regarder les différents archétypes de marque et puis voir la compétition, quel archétype elle occupe, et se dire, eh ben, du coup, nous, on va prendre un autre archétype pour ne pas, pour se différencier. Donc, il y avait un peu cette espèce de positionnement par rapport aux autres et pas forcément par rapport à qui nous, on est vraiment, par rapport à aussi notre client, notre audience target. Et donc, en 2023, on s'est dit, on refait tout et on réfléchit notre marque d'une façon complètement différente. D'abord, par rapport à qui on est, notre brand truth. D'abord aussi par rapport à nos clients, qui est notre audience target. Donc, aujourd'hui, c'est les Zillennials. Qui ils sont, quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs besoins, leurs peurs, leurs angoisses, vraiment complètement obsédés et les mettre au centre de cette réflexion, mais aussi quelle est la vision de notre produit. Donc vraiment essayer de ramener toutes ces pièces, toutes ces puzzle pieces pour que cette nouvelle marque, cette plateforme, dans ses piliers, ses valeurs, sa personnalité, euh, soit le reflet de à la fois notre produit, notre vision produit, le reflet de notre audience target et qu'on donne aux gens pas ce qu'ils ont envie d'entendre forcément, mais qu'on soit aussi cohérent avec leurs valeurs et les nôtres, et aussi notre héritage et notre vérité. Donc, c'est comme ça qu'on a réfléchi la plateforme et notre mission, nos piliers, notre personnalité. Donc, ça, c'était la base, le travail stratégique qui a été fait en interne. Et ensuite, le côté fonctionnel. Donc, encore une fois, comme toi, Victor, il y avait cette espèce de incohérence. On avait une marque qui n'était pas assez riche d'un point de vue visuel, d'un point de vue vraiment purement asset pour nous permettre d'être cohérents. C'était tellement limité que du coup, on prenait un peu on sortait un peu du cadre de la marque parce qu'on n'avait pas assez de richesse pour pouvoir rester dans le cadre de la marque. Et donc, le brief de l'agence avec qui on a travaillé pour le rebrand sur le visuel, c'était vraiment, on a besoin d'une marque riche, on a besoin de que cette marque soit étendue d'assets qui nous permettent de pouvoir changer, de pouvoir être flexible, mais tout en restant vraiment dans le cadre de la marque. Et du coup, ça a donné le rebrand de 2023 et qui aujourd'hui est un grand succès. Et en termes de diffusion, pour justement bien être sûr qu'en interne, ce soit bien adopté, mais également auprès des partenaires, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup chez Deezer sur ce point? Alors, le mot-clé, c'était Customer Centricity. C'est comment
vraiment cette marque était construite pour nos customers et avec eux. Tout ce qu'on a fait était hyper data-driven dans le sens où déjà les fondements de la marque, enfin, la plateforme était basée sur plein de recherches et des insights et des dizaines d'études sur notre audience target. Et ensuite, quand on a commencé à tester cette nouvelle marque, on l'a testée aussi sur notre audience target. Donc, ça nous a donné cette crédibilité sur, quand on présentait, quand on évangélisait en interne et avec nos partenaires, et ben, on arrivait avec cette nouvelle marque, mais on arrivait aussi avec une marque qui a été testée, approuvée, aimée par notre audience. Et du coup, ça a fait qu'il y avait un consensus. Et qu'on soit d'accord ou pas, qu'on aime ou pas, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment de mettre notre audience au centre de ce process. Très intéressant. C'est super intéressant. Euh, Pareil, du coup, sur un peu plus le côté opérationnel, dans notre étude, on a 39% des avis exprimés qui utilisent des systèmes dits décentralisés. Donc, par exemple, stocker les assets à un endroit, avoir les guidelines sur d'autres supports, et ce qui crée parfois un peu cette image de marque incohérente. Et finalement, la question, c'est comment on met bien à disposition les différents assets pour des équipes, comme le disait Victor, qui ne sont pas forcément dans les équipes branding, qui sont par exemple les équipes RH, les équipes growth, sales, comment on leur met à disposition finalement toute cette nouvelle identité et comment on leur permet de bien l'utiliser, puisqu'il y a quand même des codes pour que ce soit cohérent à travers différents marchés, différentes équipes. Peut-être pour commencer sur cette question, je laisse la main à Victor. Yes. Euh, c'est essentiel cette partie, comment dire, le fait que les équipes s'approprient aussi la marque, les éléments et qu'on leur donne un maximum de clés pour être autonome. On parle de l'efficacité marketing. L'efficacité marketing, c'est un- avoir les outils qui permettent aussi à nos équipes de pouvoir délivrer ce qu'on doit délivrer de manière la plus efficace et en respectant les codes. Nous, on a bricolé pas mal de choses. On n'a pas encore Frontify pour le moment. On a bricolé pas mal de choses avec du Figma, du Notion, en essayant de créer un maximum de guidelines précises pour que nos équipes puissent être drivées. On a la chance, ou pas, je dirais, mais d'avoir pas d'équipe locale côté marketing. Donc, en fait, tout est centralisé depuis Paris, ce qui fait qu'on a malgré tout un contrôle qui est un peu plus fort là-dessus. Mais nous, ça a été vraiment comment est-ce qu'on structure bien la donnée, donc sur Figma, comment est-ce qu'on crée des templates, comment est-ce qu'on crée des templates de presse, comment est-ce qu'on a aussi automatisé pas mal de choses sur typiquement de la partie carousel, social ads, avec des templates prédéfinis où les équipes sales et growth en fait peuvent générer des carousels d'hôtels qui sont voilà, parfaitement designés. Donc nous, on a essayé de construire pas mal de choses, on parlera peut-être un peu de l'IA aussi, voilà, mettre en place un maximum d'outils d'automatisation qui nous permettent de garder le cadre. Et après, c'est aussi le rôle de moi, mon équipe, côté DA, côté designer, de s'assurer que on soit bien cohérent sur tout ce qu'on produit et qu'on donne un maximum d'assets pour voilà, pour nos équipes. Mais nous, ça a été vraiment surtout du Figma et de l'automatisation via Figma pour essayer de garder ça. Et c'est pas toujours parfait, hein. On voit qu'on a quand même parfois des petites dérives et donc on essaye de corriger ça quand on les remarque. C'est ça, c'est de la créativité contrôlée, on va dire. On donne les templates pour pouvoir permettre la localisation, la prise en main, la modification, mais bien sûr, tout en garantissant une cohérence de marque. Sarah, sur cette question, est-ce que vous avez des éléments à nous apporter également? Oui, parce que quand on lance une nouvelle marque, c'est vraiment le début, le travail. Enfin, ça fait 1 an et demi aujourd'hui et on continue à faire ce travail de déjà évangéliser la marque, mais aussi comment on fait pour empower les autres équipes pour qu'eux aussi soient honneurs de cette marque et puissent que cette marque soit contextuelle à leurs besoins, que ce soit des équipes, par exemple, partnership, où c'est hyper important parce que c'est des nouveaux marchés, où c'est des contextes très variables. Et donc, c'était hyper important pour nous aussi de créer des outils qui puissent leur permettre d'être à la fois autonomes, mais aussi le fait, autonome, mais aussi le fait, je pense que ça aide beaucoup je pense que Victor, tu dois peut-être avoir la même chose, mais quand on a
l'équipe créative en interne, je pense que ça permet aussi d'avoir un certain niveau de contrôle, puisque on a mis en place aussi un process où les équipes doivent venir nous voir s'ils créent des choses en externe avec des agences ou avec leurs partenaires, pour qu'on puisse aussi vérifier que c'est on brand. Euh, mais quand on a lancé cette marque, il fallait la lancer, il fallait pour que les gens puissent aller quelque part. Et c'est là que Frontify a été hyper important pour nous, parce qu'on a vraiment créé une destination hyper riche où on a un accès en interne qui est différent de l'externe, qui est beaucoup plus étendu, où ils peuvent trouver tous les assets dont ils ont besoin, tous les templates, les photos, les illustrations, les guidelines tone of voice. Donc, tout ce dont ils ont besoin se trouve sur ce site. Mais aussi, on a créé des mini playbooks pour certaines équipes qui ont des besoins un peu plus, plus de besoins, où ils ont besoin, ils parlent avec, que ce soit des équipes qui parlent avec des artistes, des labels, des partenaires. Donc, il faut que ça soit plus contextuel à eux. Et donc, on a créé aussi des outils, des playbooks qui peuvent leur permettre de faire ça. Mais c'est un travail continu, parce que on veut surtout pas retomber dans le problème d'incohérence qu'on avait avant, et donc il faut vraiment pas lâcher, et le fait d'avoir une marque encore une fois plus riche, plus élaborée, je pense que ça nous protège un peu plus, mais c'est pas fait. Il faut toujours continuer à soutenir les équipes et les agences en externe pour qu'ils comprennent et qu'ils own aussi la marque, tout comme nous. Très, très, très clair. Et justement, dans ces enjeux de garantir cette cohérence de marque sur le long terme, il y a aussi la question de la garantir à l'international. Donc aujourd'hui, on est vraiment toujours fiers de voir des belles marques françaises avec une présence à l'international. Et j'imagine qu'il y a eu des challenges au moment d'aller conquérir de nouveaux marchés. Il y en a peut-être encore aujourd'hui en termes de localisation de contenu ou d'adaptation des campagnes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces challenges et comment vous y faites face? Et pour commencer, peut-être Victor, parce que je sais que vous Ouais. avez une grosse présence à l'international, donc voilà, et que tout est géré depuis la France. Donc comment vous faites pour être efficace sur ce point-là? Bah, c'est pas une question facile, honnêtement. Nous, Deus, on est sur 29 pays. Le marché numéro un, c'est les US. Donc, on communique principalement aux US et on communique 100% depuis la France. Et donc, enfin, je pense que ça a été, en fait, dès le rebranding, de se dire, il nous faut une marque qui parle à l'international, et de se dire, on cible pas un marché français. On est présent en Asie, on est présent à Hong Kong, on est présent aux US. Enfin, voilà, on est présent dans plein de pays, dans toute l'Europe. Et donc, c'était déjà structurer un peu des messages clés, un positionnement qui puisse toucher l'ensemble de nos différents marchés, et de définir un peu dès le rebranding les messages clés par typologie de marché. Et nous, typiquement, on va avoir des use cases qui sont un peu, qui sont pas forcément les mêmes en fonction des marchés. Aux US, il y a beaucoup de vols internes, beaucoup de travel. Donc, on a beaucoup de clients qui utilisent le service entre deux avions parce qu'ils arrivent à 6 heures du matin à Miami. Un cas d'usage qu'on a moins en France. Là où en Asie, par exemple, on a des hôtels qui sont gigantesques, et donc on a pas mal de couples qui y vont le week-end pour profiter, pour s'aérer un peu, parce que leurs espaces personnels sont un peu petits. Et donc tout l'enjeu, au départ, ça a été déjà de bien mapper ça, de bien définir quels sont les messages clés par géographie, par zone, en se faisant aider des équipes locales, plutôt sales commerciales, en faisant des études locales, en regardant aussi les avis de nos clients, en faisant beaucoup de surveys clients. Enfin, nous, pareil, comme le disait Sarah, on met la data un peu au cœur de tout pour récolter un maximum d'insights et pour adapter nos messages. Donc, ça a été déjà un peu la structure OK, on a la vision marque globale. Ensuite, c'est quoi notre adaptation des messages clés selon les différents marchés? On n'a pas une équipe de copywriting qui peut faire du copywriting très poussé, avec un tone of voice très poussé sur chaque marché. Donc, on s'est surtout dit, essayons déjà de bien dire ce qu'on veut dire. On a une problématique de l'hôtel en journée. On doit faire comprendre à nos clients qu'ils ne vont pas rester la nuit, ils vont rester que la journée. Donc, c'est un peu less is more. On était un peu dans cet objectif-là, de se dire, OK, sur la partie tone of voice, sur la partie adaptation des messages, soyons déjà straight to the point, soyons efficaces, disons ce qu'on a envie de dire, disons-le bien, avant d'essayer de trouver des pirouettes pour avoir plus d'impact. Quand on a 10 langues différentes, honnêtement, on n'en est pas à ce niveau de maturité-là, en tout cas chez Dayuse. Et après, nous, ça a été plutôt sur
La partie visuelle, un hôtel à Paris, un hôtel à New York, c'est pas du tout le même environnement. Donc là, pour le coup, c'est bah, quand on a des campagnes, on va shooter directement dans les lieux où on a besoin d'avoir ces visuels-là. Et sur la partie production de contenu, bah, on s'aide de beaucoup de créateurs, beaucoup de freelances qui vont aller nous tourner. Et on va s'appuyer un peu sur leur expertise, pas mal du GC sur la partie social ads, parce qu'on a besoin de montrer des expériences dans les hôtels, de projeter les gens dans l'expérience. Donc, nous, on a un peu un système hybride où on va venir s'appuyer d'experts locaux, de créateurs locaux qui vont venir challenger nos messages, on va aller travailler avec eux, qui vont ensuite ben, aller nous produire le contenu et aller nous produire les visuels dont on a besoin pour les différentes campagnes. Donc voilà, et après, on essaye aussi de s'appuyer sur la partie achat média, on fait tout en interne. Voilà, on a mappé tous les diffuseurs possibles et imaginables et on bosse pas mal avec JC Deco aussi qui a une belle empreinte mondiale et qui nous permet de voilà, faire des campagnes last minute à New York, à Miami, dans pas mal de zones. Mm. Eh bien, je pense que oui, je reprends un peu ce que tu as dit, Victor, sur le fait qu'il faut être surtout clair. Et je pense que ça dépend aussi d'où on est dans le funnel. Quand on est en lower funnel, quand on est sur du digital, que l'objectif est la conversion, euh, il faut juste être simple, le message il doit être fonctionnel, il faut être clair. Et ça, je pense que globaliser un message clair est plutôt relativement simple. Ça ne devrait pas être très compliqué. Ça devient compliqué en fait quand on est sur du upper funnel où là on doit être un peu plus focus emotional, les bénéfices et les bénéfices émotionnels. Désolée pour le franglais, mais pas facile de switcher, mais du coup, ça se complique quand on est sur du upper funnel, quand on fait des campagnes de notoriété, de considération, où là, il faut vraiment prendre en compte des insights locaux. Il faut, quand on essaye de targeter la Gen Z, par exemple, la Gen Z en France, n'est pas exactement la même au Brésil, mais je pense que ça devient un peu plus facile qu'avant. Il y a une sorte d'universalité qui s'installe euh, à cause des réseaux sociaux, à cause des références qu'on partage plus un peu tous par rapport à il y a 15 ans où je me rappelle que moi j'étais de l'autre côté où j'étais dans l'équipe locale qui recevait des guidelines du global et qui devait les adapter à nos marchés locaux. Et là, c'était beaucoup moins évident parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de grosses différences culturelles et d'insight. Je donne un exemple, par exemple, la campagne qu'on fait en fin d'année qui s'appelle My Deezer Year, qui est focus sur un recap de, euh, des écoutes musicales toute l'année. On vous donne les datas sur ce que vous avez écouté, sur ce que vous avez écouté en boucle, les albums, les top artistes, et ainsi de suite. Et cette campagne, cette année, on a voulu faire un truc un peu créatif, et c'est là que ça devient compliqué de globaliser. Et c'était cette idée de on va roaster, je sais pas comment dire en français, on va roaster, on va charrier un peu les gens sur leur data ou on va les hyper. Tu choisis, tu as deux choix, tu peux être hypé ou tu peux être roasté. Et on s'est dit, donc c'est quand même assez, c'est assez emotional, c'est un truc assez particulier, comment on va localiser pour des marchés, surtout qu'on a choisi de faire une campagne très Gen Z, donc avec des références très digitales, très réseaux sociaux. Mais au final, on a trouvé que c'était beaucoup moins compliqué que ce qu'on avait avant parce que même au niveau des références qu'on avait, on a réussi à trouver l'équilibre entre rester pertinent et relatable pour la Gen Z, et rester cool, on va dire, mais en même temps garder cette universalité, que tout le monde puisse comprendre, que tout le monde puisse adhérer. C'est toujours un jeu d'équilibre entre euh, comment être créatif et être euh, euh, emotional et aussi essayer de trouver une sorte de universalité dans nos références. Mais c'est, je trouve, un peu plus facile que ça aurait pu l'être avant, de plus en plus en tout cas. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre lower funnel. Il faut rester simple et clair et fonctionnel. Et là, la globalisation, la localisation est plus simple. Upper funnel, il faut qu'il y ait une réflexion derrière un peu plus approfondie. Il faut trouver un peu d'universalité et une bonne source de ça, c'est les réseaux sociaux. Parfait, donc là, si je comprends bien, c'était vraiment voilà, la vision, la stratégie pour justement localiser le contenu, l'adapter, mais tout en gardant ce message clair qui est l'essence finalement de lancer une campagne à travers différents marchés. Si on pense maintenant un petit peu plus au côté fonctionnel,
On a dans dernière stat, promis pour aujourd'hui, dans notre étude, 47% des personnes interrogées qui utilisent des présentations statiques pour documenter et partager leur campagne aux partenaires ou aux différents bureaux à travers le monde. Ça engendre parfois des coûts non négligeables en termes de création de nouveaux assets par marché, etc. Comment vous diffusez vos kits de campagne? Est-ce que vous avez des conseils concrets à mettre en place pour pouvoir justement limiter les coûts pour créer du contenu qui va être adaptable? Et pour répondre premièrement à cette question, peut-être Sarah, sur ce point, comment on fait fonctionnellement pour pouvoir diffuser une campagne facilement, j'ai envie de dire, et rapidement surtout. Alors nous, pour la création de campagne, on utilise Figma. On a essayé de automatiser beaucoup, mais je pense on n'a pas encore trouvé la solution optimale. Déjà, Figma, ça aide beaucoup parce que c'est une plateforme qui nous permet de créer un volume d'assets enfin, de façon beaucoup plus rapide et de pouvoir, même au niveau des langues, on a un plugin qui nous permet au lieu de créer la campagne plusieurs fois et remettre les copies en fonction des langues, on a un plugin qui nous permet de faire ça d'une façon beaucoup plus rapide et automatisée. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de voir au lieu de, à chaque fois, par exemple, nous, on a une saisonnalité très importante chez Deezer, on a des campagnes pour l'été, pour Noël. Donc, c'est des campagnes qu'on crée tous les ans. Et aujourd'hui, on essaie de voir comment on peut avoir une approche beaucoup plus pertinente dans le sens où, au lieu de penser campagne à chaque fois, concept à chaque fois, pensant plutôt plateforme. C'est-à-dire que chaque Noël, on va refaire la même chose et ça va être ça notre plateforme de Noël, mais on va l'optimiser, on va l'améliorer, on va la rendre plus interactive, on va l'enrichir. Donc, être plus dans une réflexion de comment on enrichit, comment on optimise par rapport aux résultats de l'année dernière, au lieu de effacer et commencer dès le début. Et ça nous permet de gagner du temps, de gagner en énergie, en ressources. Et aussi de focaliser notre optimisation sur ce qui compte vraiment, sur ce qu'on a appris des années d'avant. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, évidemment, l'intégration de AI, des outils de automation sur la production d'assets qui a été mis en place. Donc, quand on a, surtout en perf, j'imagine que Victor, tu dois avoir les mêmes, surtout en perf, où on a besoin de volume. Mm. Sur chaque campagne, il y a un besoin non seulement en langue pour les marchés, pour les différents marchés, mais même au sein d'un seul marché, on a besoin d'un volume de variation d'assets énorme pour pouvoir euh, donner à l'algorithme ce qu'il faut pour qu'il puisse optimiser. Il faut du volume. Et donc, c'est là qu'on met en place des outils de automation, c'est là qu'on a des réflexions sur comment intégrer aussi les AI dans la création de contenu, de messages. Et aussi de variations entre lifestyle, euh, produits ou promo des différents messages. Voilà. Je pense que c'est ça en gros. Votre stratégie de Trop réutiliser, enrichir le contenu au fur et à mesure pour pouvoir justement être plus efficace d'une année sur l'autre en gardant vos saisonnalités fortes et une réflexion autour de l'IA qui était ma prochaine question. Donc c'est parfait, ça fait le lien. Et maintenant, je suis assez curieuse de savoir aussi, Victor, côté des use, comment Ouais. vous procédez pour lancer vos campagnes, vos kits de campagne, euh, comment vous créez du contenu à échelle. Est-ce que justement, il y a aussi cette intégration de l'intelligence artificielle dans vos réflexions et De voilà. plus en plus, ouais, de plus en plus, ben, un peu comme Sarah l'a dit, je pense qu'on partage pas mal de problématiques au quotidien ou de challenges, comme on dit. Nous, ça dépend un peu du type de campagne, c'est-à-dire que on a un gros sujet social ads. On a lancé, il n'y avait pas de social ads chez Dayuse il y a un an ou deux. On a lancé les social ads dans une dizaine de pays, avec une dizaine de villes différentes, avec des enjeux de langue, avec des enjeux de localiser le contenu avec des enjeux de voix off, enfin, voilà, avec du facecam. Et on a un gros sujet vidéo parce que ben, aujourd'hui, pour notre produit, en tout cas, c'est la vidéo qui marche le mieux parce que ça projette les gens dans ce qu'ils vont vivre dans l'expérience. Et
comme disait Sarah, on a un produit qui n'est pas encore très bien connu. On a cet enjeu de notoriété, donc on a besoin d'expliquer ce qu'on fait, à quoi ça ressemble. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que sur la partie vidéo, en tout cas, on a vraiment créé une content factory. Donc, on a à peu près une dizaine de marchés dans lesquels on communique beaucoup et on organise un tournage par mois dans ces marchés-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va briefer des créateurs sur les voix off, les hooks qu'ils doivent nous faire, enfin voilà, tous les différents plans qu'ils doivent nous faire. On récupère ça, qu'on stocke pour l'instant sur un drive où on va avoir voilà, tous nos shoots avec la piscine, avec la food, avec les hooks, etc. Et ensuite, on a notre équipe interne de montage qui va pouvoir faire pas mal de déclinaisons. C'est-à-dire qu'avec un tournage, on va faire 4-5 hooks différents, on va faire 4-5 formats différents. Et notre objectif, ça a été vraiment de se dire, on a besoin de contenu vidéo. Utilisons des créateurs qui vont aller filmer en se mettant en scène, sans se mettre en scène, des créateurs qui sont vraiment dans la plateforme de marque, qui sont trendy, qui sont lifestyle, voilà, qui partagent leur expérience, ce côté très, très expérientiel. Et ensuite, une organisation qui nous permet d'avoir un volume de contenu assez fou, enfin, des rushs de 5 secondes de piscine. Enfin, voilà, on peut imaginer un éventail de contenu avec plein de profils différents, plein de hooks, plein de choses. Et ensuite, c'est à nous avec ben, pas mal d'IA, pas mal d'automatisation et pas mal de travail aussi de montage manuel, comment est-ce qu'on arrive à produire un maximum de créas qui sont personnalisés par marché avec bah, les bons insights, les bons use cases par marché, la bonne voix off. Euh, et, euh, et, euh, et donc voilà, donc nous, ça a été vraiment organiser ça comme ça. Et maintenant, on travaille pas mal sur la partie IA. Bah, on fait beaucoup de, enfin, voix off, évidemment, on en fait pas mal. Ce qu'on fait, c'est qu'on négocie des droits avec nos créateurs UGC pour pouvoir un peu cloner leur voix et avoir des voix off qui sont très organiques et qui sont pas très IA. Et ensuite, surtout, c'est pour nous driver un peu sur comment est-ce qu'on doit continuer d'itérer et quels sont les insights. Sur les social ads, on doit avoir peut-être 10 pays, on doit avoir des campagnes dans 15 villes par pays. Donc, ça devient vite très complexe à avoir la vue d'ensemble sur OK, où est-ce qu'on en est sur la fatigue créative, quel concept marche mieux où, comment est-ce qu'on devrait adapter une typologie de concept ailleurs. Et donc là, pour le coup, on s'est fait un petit outil en interne avec l'IA qui nous permet de nous donner des recommandations assez précises sur les optimisations à faire sur nos créas en comparant les différentes performances. Donc, il va aller comparer, je sais pas, la campagne à New York avec un format très acting et il va voir que le format acting, il a pas du tout les mêmes KPI de hook, etc., etc. Et cetera. Et ça va nous faire des recommandations un peu automatique et moi, ça me permet de mieux driver les équipes créatives sur la priorisation des livrables à sortir parce qu'on a tellement de marchés qu'on n'a pas le choix si on veut dormir le soir. Donc c'est ce qu'on essaye de faire de notre côté, équipe assez réduite, donc essayer de trouver voilà, un maximum d'automatisation, prendre un peu de temps pour faire des outils un peu maison mais qui derrière nous permettent de délivrer beaucoup plus rapidement et de travailler plutôt la partie stratégique, message et justement, un peu ce que disait Sarah tout à l'heure, de ne pas se retrouver noyé à faire des déclis et à ne pas réfléchir à prendre du recul et réfléchir à la stratégie. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Très clair. Donc, si je résume un petit peu, IA pour générer du contenu et accélérer la production de contenu, mais aussi IA pour venir analyser et venir sortir de la data pour pouvoir être plus efficace ensuite pour créer Ouais, de nouveaux. c'est ça, Donc, surtout la partie recommandation, quoi. c'est ça. Ça fait l'analyse et ensuite ça nous donne les guidelines de ben, là il manque une créa un peu acting, là dans notre mix un peu parfait, ça vient nous donner des- ça nous aide à prioriser sur les contenus à produire. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Victor et Sarah. On arrive à la fin de ce webinaire. Il nous reste 2 minutes et nous avons une question très intéressante de Gabriel qui demande quel type de KPI mettez-vous dans le lower funnel versus ceux du upper funnel, s'il vous plaît. Peut-être Sarah qui nous parlait justement beaucoup de cette approche up and down pour répondre ou et peut-être Victor aussi a des points à ajouter dessus. Ouais, c'est assez classique. Pour nous, une app de streaming. Pour nous, les KPI qu'on va suivre pour le upper funnel, donc pour les campagnes 360 avec de la télé et du OH et digital, on va plutôt suivre des KPI de notoriété, de considération, paid consideration. Et pour le lower funnel, c'est des KPI de conversion.
Euh, et voilà, je pense que c'est essentiellement ça. Après, on en a d'autres pour d'autres types de campagnes, par exemple euh, sur des campagnes d'expérience de fans qui est particulier à Deezer. On va plutôt suivre des KPI de word of mouth. Sur des campagnes produits, on va plutôt regarder l'engagement, le sharing. Mais voilà, très upper funnel, ça va être la notoriété, aided et pas et unaided, et la considération surtout, pour nous, c'est hyper important. Nous, un peu pareil, rapidement, un peu comme Sarah, on pilote quand même aussi une partie de nos campagnes de branding à la paire, c'est-à-dire on va quand même comparer. À partir du moment où on est en campagne, les perfs versus N-1 et essayer de voir sur la dynamique nouveau client qui est notre North Star KPI, comment est-ce qu'on arrive à un peu inverser cette tendance et est-ce qu'on voit sur la baseline un impact de la campagne et aussi pour valoriser, on parlait un peu comment on valorise le ROI du branding. On a mis en place un questionnaire très basique hein, de fin de réservation. On a des réservations assez fréquentes sur voilà, comment est-ce que vous nous avez connus. Et on voit que le mix de ce que déclarent les gens, le déclaratif, il est beaucoup plus valorisant sur les médias haut de funnel que sur les médias perf. Google s'attribue beaucoup de conversion parce que c'est le dernier point de contact. Mais on voit que sur le déclaratif, bah, pas mal de clients vont dire bah, je vous ai vu en campagne, en DOH, je vous ai vu en social media. Et ça nous permet aussi de valoriser et d'expliquer à nos directions. Ouais, nos différentes directions que ben, il y a ce qu'on peut mesurer et il y a ce côté voilà ce qui a vraiment été le déclencheur pour l'achat pour le download de l'app pour nous pour le booking dans une chambre d'hôtel et en tout cas c'est un moyen qu'on a trouvé qui permet de valoriser un peu la partie haut tunnel et de voir si nos campagnes ont de l'impact et si ben, la partie haut tunnel elle augmente dans ce mix réponse de nos clients. Merci beaucoup pour vos deux réponses et merci une nouvelle fois pour tous ces insights. C'était très intéressant, du rebranding en passant par l'adaptation de vos contenus, la production à échelle, tous les challenges, les pistes de réflexion. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et avec notre audience. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Merci Camille. Merci Merci Victor. Camille, merci Sarah, à bientôt. Au revoir. Salut.